moi, je me suis raccrochée à la vie. Je ne voulais pas mourir. Et j'étais malade à mourir dans les camps. Mais je voulais pas être enterrée dans cette terre froide. Bonsoir à tous. La télé vous propose ce soir un grand témoignage, un témoignage inédit, celui d'une femme qui incarne à elle seule l'histoire du XXe siècle à travers ses pages les plus sombres, le nazisme et le communisme. Emmy Goldacker, âgée aujourd'hui de 93 ans et qui habite à Cheseaux sur Lausanne, eh bien, elle a vécu à Berlin la Seconde Guerre mondiale avant d'avoir été déportée dans des camps de travail du goulag de l'Union soviétique. C'était en Sibérie. Et vous allez le voir, malgré les épreuves tragiques de ces épisodes dans son existence, elle nous donne une véritable leçon d'humanité, une leçon magistrale d'humanité, j'ai envie de dire. Et Emmy Goldacker est avec nous ce soir. Bonsoir Emmy. Bonsoir Gabriel. Alors comment allez-vous? Première question. Il ne faut pas me demander parce que je répète, je dis toujours, ça va très bien. Eh bien comment vous faites à 93 ans, après cette vie qu'on va mieux connaître tout à l'heure, pour avoir une telle énergie? Je ne sais pas. Ça m'était donné. Et je voulais vivre et survivre. Et j'ai vécu ces 10 ans. Et je suis revenue avec un doublement d'envie de vivre. Et je suis très heureuse en mariage. Ça, c'est aussi un secret important, l'amour. Emmy Goldacker, vous avez écrit un livre sur votre histoire. Vous avez aussi donné, et vous donnez de multiples conférences. Qu'est-ce qui vous a incité à faire le pas du documentaire? Qu'est-ce qui vous a incité à raconter votre récit devant une caméra? Ah, c'est pas moi qui m'a demandé d'être devant une caméra. C'est venu toujours de l'extérieur. Et je sais, quand j'étais la première fois en 1976 devant une caméra directe télévision à Genève, j'ai tremblé de peur. Et quand j'ai vu l'émission, après, j'ai pensé, bon, ça va pas trop mal. J'espère que ça ira aussi aujourd'hui. Vous ne tremblez pas de peur, en tout cas ce soir. Vous avez l'air très à l'aise, apparemment, vous êtes fait au feu. À l'origine de ce documentaire, il y a un homme, entre autres, Erik Hössli. Erik Hössli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une figure incontournable du journalisme en Suisse romande. Vous êtes actuellement le directeur des publications romandes chez Tamedia. Mais vous êtes surtout un fin connaisseur de la Russie, ce pays dont vous connaissez l'histoire et aussi l'actualité. Vous avez même rédigé un ouvrage sur le Caucase. Et un jour, vous avez croisé la route d'Emmy Goldacker et vous avez décidé d'en faire un documentaire. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette démarche et comment vous avez croisé sa route? Bon, j'ai pas peur de dire que la rencontre avec Emmy Goldacker est une des rencontres qui a compté dans ma vie et je crois que les téléspectateurs vont comprendre pourquoi ce soir en suivant un peu son récit. Je l'ai rencontré de manière tout à fait étonnante. Nous avions en fait une personnalité commune qui nous unissait, qui était une dame qui m'a donné des cours de russe alors que j'étais enfant et qui était une amie d'Emmy Goldacker. Et cette professeure de russe, déjà très âgée, m'a appelé un soir en me disant « Ce soir, j'ai quelqu'un chez moi que tu dois absolument venir voir ». Et voilà, j'étais l'ancien élève et qu'on venait d'obéir encore à mon ancienne professeure. Je suis arrivé en retard, comme d'habitude, et je me suis retrouvé dans l'appartement de cette professeure, loin d'une voix qui parlait. Je ne voyais pas, il y avait trop de monde dans l'appartement, j'entendais juste cette voix, qui était la voix d'Emmy Goldacker, racontant l'histoire de ses 10 ans de goulag. Et j'ai été totalement fasciné par ce qu'elle racontait. Encore une fois, vous allez le voir pourquoi. Et lorsque j'ai pu approcher, j'ai vu encore le regard d'Emmy Goldacker, qui est un regard qui vous marque, un regard justement qui donne l'envie de vivre, qui donne une sorte de joie communicative. Et un des phénomènes qui pour moi a été très important dans cette rencontre, parmi tous les témoignages du goulag que j'ai eu l'occasion de voir, et j'en ai vu pas mal en Russie, c'est qu'Emmy Goldacker raconte d'abord avec grande simplicité une histoire terrible,
mais elle la raconte aussi avec optimisme. Et elle ne tombe pas dans le pathos, elle nous donne effectivement un message qui est un message qui est dépourvu d'amertume. Un témoignage donc, qui a une valeur en soi narrative, vous venez de le dire, mais qui a aussi une valeur inestimable pour l'histoire. Est-ce que vous arrivez à nous dire pourquoi ? Alors, d'abord parce que Amy dispose d'une mémoire assez prodigieuse. Elle est capable de se souvenir de détails de cette période. On parle des années 45-55. Elle se souvient d'odeurs, elle se souvient de couleurs, elle se souvient de détails très importants dans l'histoire des camps. C'est un témoignage qui, encore une fois, est dépourvu de côté idéologique. Elle nous raconte aussi bien sa vie de femme, ses humiliations, ses joies et même ses amours, parce que voilà, c'est une tranche de vie. Et dans les camps, il y a aussi de la place pour l'amour et on en a besoin des fois pour survivre. Merci en tout cas, parce que c'est à vous aussi qu'on doit cette initiative. Grâce à vous, on va pouvoir découvrir un récit époustouflant. J'accueille aussi Barbara Martin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes une doctorante à l'Institut des hautes études internationales à Genève, études internationales et du développement. Vous consacrez votre thèse aux historiens russes dissidents qui ont enquêté sur les crimes de Staline. Donc vous connaissez forcément la question du goulag. Oui, disons, c'est une question que j'aborde de manière indirecte par le regard de ces historiens, mais il s'agit aussi pour certains de personnes qui ont été touchées eux-mêmes par les répressions. L'un d'entre eux était lui-même un prisonnier du goulag. Donc je connais assez bien ce sujet, mais ça rend le témoignage de Madame Goldacker d'autant plus intéressant quand on peut le mettre en perspective à l'échelle de toute l'histoire soviétique. Merci à tous les trois d'être là. On va sans plus tarder regarder ce documentaire. On va vous écouter nous raconter votre histoire de vie. Et on se retrouve bien sûr après ce documentaire pour commenter aussi, pour saisir quelques clés qui vont nous aider à comprendre ce que c'est le goulag, quelle est cette réalité, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui du goulag. Mais avant, je vous propose bien sûr de regarder ce témoignage d'exception. Un documentaire réalisé par Florian Burion et proposé par Eric Eusli et produit par Christophe Rache. Pour sortir, il y avait des gardiens devant et derrière avec fusil et chien. Et on nous a dit chaque fois un pas à droite, un pas à gauche et je tire. Moi, je me suis raccrochée à la vie, tout court. Je ne voulais pas mourir. Et j'étais malade à mourir dans les camps. Mais je ne voulais pas être enterrée dans cette terre froide. J'ai raconté de temps en temps, un petit peu. Mais j'étais tellement heureuse de revivre en liberté. Je ne l'ai pas nié, mon passé. Pas du tout. Mais je n'avais pas envie. Comme je vous ai dit avant, je n'avais pas envie de parler des atrocités. Parce que j'ai pensé, ça suffit que moi je l'ai vécu. Et je n'ai pas besoin de donner à un autre cette souffrance. Parce que quand on raconte, premièrement, moi je le revis et ça reste avec moi aussi. Mais en plus de ça, l'autre commence à essayer de se imaginer à quel point c'était atroce, etc. Mais je sais que ces années m'ont formé. Et il y a d'autres choses, j'imagine, que vous n'avez pas dit, que vous ne direz jamais? Oui. Il y en a. Il y a, oui. Mais je peux très bien me taire. Quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire. Je suis très bavarde, mais il y a des choses, jamais je le dirai. Même pas à mon mari.
Je suis née en Allemagne en 1919. J'avais 25 ans en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre, où j'étais arrêtée, puis envoyée par les Russes au goulag sibérien. Tous n'ont pas eu ma chance, mais je suis revenue après 10 ans de déportation. Et voilà, la famille Goldacker, Wolfgang. Gertrud Goldacker, Brigitte Goldacker. Wolfgang Goldacker, Brigitte Goldacker. Guntram Goldacker. Ça, ce sont mes frères. Les deux morts pendant la guerre. Mes parents, jeunes, mon père, d'origine juive, mon père, ma mère et nous trois. C'était la dernière photo quand on est tous ensemble. Et quelques mois après, mon père nous a quittés. Et en 1931, mes parents ont divorcé et mon père s'est remarié avec une femme entièrement juive. Et ça, c'est ma belle-sœur avec ses 2 enfants. Le garçon est né, mon frère était déjà plus de ce monde. C'était tragique. C'était la guerre. En 1935, quand Hitler a réintroduit le service militaire obligatoire en Allemagne, je suis arrivée à la maison où mes frères et ma mère étaient en discussion avec des mines très tristes et anxieux. Et j'ai senti, j'avais pas encore 15 ans, ou juste 15 ans. Non, j'avais déjà 15 ans. Et je rentre et on me l'a dit. Et j'ai dit, ma première réaction, c'est la guerre. Et je voulais faire des études. C'était en 1938, quand mon père était loin. Les études, c'était fini. Et il fallait même pas que j'y pense. Il fallait que je gagne le plus vite possible ma vie. Et j'ai fait une école de langue, parce que je parlais l'anglais, parce que j'étais très longtemps en Angleterre comme écolière, jeune fille, et je parlais l'anglais, et j'ai dit, je vais apprendre l'espagnol, sténographie, écrire en machine, et voilà, je peux gagner ma vie comme ça assez vite. Et j'avais la chance de recevoir un jour, la chance en guillemets, de recevoir un jour une lettre que moi j'ai pensé c'est du ministère des Affaires étrangères, que je devrais me présenter à telle et telle place pour commencer dans le référat d'espagnol et pour faire des traductions. Et c'était, contrairement à ce que j'ai pensé, c'était le Reichssicherheitshauptamt. Et quand je suis arrivée là... Donc les services de renseignement du Reich. Exact. Et c'était dans le contre-espionnage. Je suis arrivée devant cette maison, il y avait à gauche et à droite un SS. Et j'ai dit, mais c'est bizarre. C'est le ministère qui se paye maintenant aussi des gardiens de l'SS. Mais bon, tout est possible. Et je rentre... Et je me présente avec ma lettre de présentation. Et on me dit, 2e floor, 2e étage, chambre je ne sais plus quelle. Et là, il y avait un monsieur qui n'était pas du tout en uniforme de l'SS. Et j'étais déjà moitié rassurée. Je dis, mais ce n'est pas l'SS ici. Quand je vois
la photographie ou l'image de Himmler derrière. Et j'avais peur. On était à cette époque-là beaucoup moins informés et beaucoup plus naïfs aussi que la jeunesse d'aujourd'hui. C'est difficile à comprendre, mais c'était toute une autre époque. J'avais peur où je suis. On a vu ma hésitation, on m'a demandé « Vous avez encore vos frères ?» Et j'ai dit non. Ils sont tombés pour la Grande Allemagne. « Vous avez encore Madame, votre mère ?» Et j'ai dit « J'ai compris, j'y vais. » Au début, j'ai travaillé là, je fais des traductions de l'espagnol en allemand, et j'ai lu des journaux anglais, etc. Et j'ai trouvé ce qui pouvait intéresser mes supérieurs. Et mon travail, c'était moins important qu'on a dit après. C'est normal. Les Russes ont fait de moi une espionne, une deuxième bataille, légèrement exagérée. Non, moi j'étais là pour faire la liaison, souvent le soir, la liaison avec le Morse à Berlin. Les Russes sont arrivés, lentement, mais sûrement. Et un matin, ils ont traversé les rues avec leurs tanks et les jardins. Et je savais, au fond, qu'ils ne peuvent rien me faire. Au contraire, ma mère et moi, on était soulagés. Enfin, plus de nazis. Ma mère, elle était dans la même école, déjà de nouveau, parce que les écoles, c'est toujours la première chose après une guerre qui recommence. Toujours. Et elle était dans une autre classe et j'ai frappé à sa porte et j'ai dit « On vient me demander quelque chose, je dois aller avec ce monsieur, je reviendrai bientôt. » C'était un Allemand qui m'a demandé de venir avec lui. On est allé dans le secteur russe et lui, il a reçu une cartouche de cigarettes, c'était la monnaie courante. Quand il n'y a plus d'argent et plus de marchandises, on fait des échanges et une bouteille de vodka. Ça, c'était le prix pour moi. J'ai été vraiment persuadée que c'est quelque chose qui va c'est une erreur. C'était comme dans une pièce de théâtre. Cette chambre dans laquelle se trouvaient quelques soviétiques, en uniforme, ce n'étaient pas des juges. Ni l'un ni l'autre étaient des juges. Et il y avait un interprète, parce que je ne savais pas le russe, et je vois encore tous les drapeaux rouges dans cette chambre. Et on me dit que je serais condamnée à 10 ans de travaux forcés. J'ai pas encore eu peur au début. Vous savez, s'il m'arrive quelque chose de difficile, j'assume. Et peur, j'ai pas eu. Parce que j'étais tellement persuadée de mon innocence. J'ai pensé, il faut seulement que je leur dise pourquoi j'ai travaillé dans le contre-espionnage, parce que c'était ça qui... Mais c'était comme une lettre à la poste. C'était rien du tout.
Ils n'ont pas écouté, ils sont pas du tout écrit ce que je dis. Parce que de quelque chose, je me rappelle. Je me rappelle très bien, à la fin de tout ça, j'étais certaine et sûre, c'est une telle erreur, et je l'ai dit. J'ai dit avec les mêmes droits avec lesquels vous me condamnez aujourd'hui, vous pouvez condamner chaque Allemand et chaque Allemande. C'est-à-dire avec aucun droit. Mais ça, c'est nulle part marqué. Par contre, dans le jugement, c'est marqué oui, je suis coupable. Et je suis capable de telle et telle raison. Des inventions. Mais je peux vous dire, j'avais dès le début la volonté de survivre. J'étais avec une femme très malade, un certain temps, elle avait des crampes, je ne sais pas quoi, et c'était sûr qu'elle sera relâchée. Mais avec moi, on sentit tous les deux, je ne serai pas relâchée. Et là, j'ai dit à elle, si tu sors plus vite que moi, et tu sortiras plus vite que moi, tu vas à Berlin-Britz chez ma mère et tu vas lui dire, je reviens. Et même si je dois revenir sur mes genoux de Moscou, je ne savais pas du tout encore tout ce qui était devant moi. Et je suis revenue, après 10 ans et 2 mois. Et on était vraiment traités comme des bestiaux. On avait tous les 2 jours droit à une soupe. Et encore. La plupart, les hommes qui étaient dans un autre wagon que nous, ils mouraient quotidiennement. Et après, c'était aussi des femmes. Et vous étiez nombreuses dans ce wagon. Ça ressemblait à quoi? C'était un wagon de bestioles et qui était partagé en 2. C'est-à-dire il y a quelques-uns qui étaient en bas et quelques-uns qui étaient plus hauts. Parce que des bestioles, des vaches, sont plus hauts que les hommes. Vous voyez, comme ça, on peut mettre davantage d'hommes. Et ce transport, au fond, était l'enfer. 2 mois. 2 mois dans le train. 2 mois. Et sans possibilité de se laver, souvent sans boire, nous avons léché vous savez, quand il y a beaucoup de gens qui respirent, il fait froid. La buée, oui. La buée. Ça, on a léché. Parce que la soif est beaucoup plus difficilement à supporter que la faim. Et tout c'est mort. Il y a très, très longtemps, pendant que je donnais des conférences, je n'ai pas pu parler de cette époque-là. Et au début, la première morte, je l'ai descendue avec une autre à côté du train. On a mis un peu de neige dessus. Elle avait un manteau. Et je sais que j'avais l'idée de prendre son manteau pour avoir un petit peu de chaud. Je n'ai pas pu. Ça m'était impossible. Mais j'avais cette idée. Et bon, et les autres après, ils ont été transportés dans un wagon qui était rempli de morts. Jusque la dernière qu'on a mis, c'était souvent moi qui apportais, parce que j'étais plus forte que les autres. Peut-être je n'étais même pas plus forte que les autres, mais moins faible que les autres. Et j'avais toujours « Nimm dich zusammen », ne laisse pas aller.
était méconnaissable. On était squelettique. Mais il y avait tout disparu. Là, j'étais comme une gamine de 8 ans. Et quand on n'a plus rien, on avait toujours faim. 2 mois. Pratiquement pas de nourriture de l'extérieur. C'était minime. À cause de ça, il y avait tellement de morts. On est sorti de ce train dans une robe d'été. Il y avait, le lendemain matin, je savais qu'il y avait 40 degrés. Comment on se parle, tout complètement gelé, je ne sais pas, parce qu'on était tout de suite prises dans un camion bâché, et on s'est mis l'une à côté de l'autre, tous ceux qui étaient vivants, naturellement. On était presque au début du cercle polaire. Arbes était dans le cercle polaire, Vorkuta encore plus haut, et Inter était juste sur le cercle polaire. Et on arrive dans le camp, entouré, pas des fers barbelés, mais des planches. Et là, on nous a mis dans une baraque, et de là, on nous a amenés dans le bagne, dans le bain, pour nous raser le crâne, pour nous laver de toutes les bestioles qu'on avait sur nous. Ma petite robe n'a pas supporté la désinfection, elle se défait, c'est normal, et on nous a donné des pyjamas en bure, très durs. Le premier camp dans lequel nous sommes arrivés, ce n'était pas un camp de travaux forcés, mais un camp de repos pour des mourantes et des malades. Et dès qu'on était un petit peu rétablis, on avait la nourriture chaque jour, et pas comme souvent en prison et dans le wagon, je n'en parle plus. Mais comme ça, notre maladie, au fond, c'était la faim, rien du tout d'autre. Et une fois rétablis un petit peu, nous sommes toujours dans un camion bâché, amenés à notre premier camp de travaux forcés. Quand on est rentré dans le camp, on était, je ne sais pas plus exactement combien de femmes, peut-être 40, peut-être 50, je ne sais pas exactement. Mais il y avait une quantité d'hommes écrasantes qui nous ont déjà mangé des yeux. Et j'avais déjà rencontré dans un premier camp, étant malade, des hommes qui ont essayé de me violer, dans les camps de toutes malades. Et comme ça, je savais déjà un tout petit peu qu'est-ce que nous attend, ces poignées de femmes avec un millier d'hommes. Et je ne voulais pas appartenir à tous ces hommes, tous ces mâles. Peu après notre arrivée, on a été obligés, avant de nous installer définitivement dans le baraquement, il fallait qu'on va dans ce bain. C'est pas ni une douche, ni une vanne, mais c'était uniquement des baquets d'eau qui ont été toujours distribués par le chef de bord. Et dans le bain, le chef était Ivan Ivanovitch. Et c'est lui qui m'a choisi. Et il m'a regardé, et j'ai fait un sourire. Et il vient vers moi et il me dit « Tu étais à moi, tu seras à moi ». Ivan Ivanovitch a volé pour moi, il m'a apporté à manger. Et finalement, quand après 3 ans on était séparés parce que tout à fait,
Parce qu'il y avait la grande séparation entre des prisonniers politiques et criminels. Il m'a avoué. Je t'ai dit toujours que j'étais prisonnier politique, mais je suis criminel. Et j'ai éclaté de rire parce que je le savais presque dès le début. Impossible que ce soit un homme qui a commis un fait politique, un crime politique ou contre l'État. Ça se sentait. Je n'étais pas étonné, je lui dis d'ailleurs. Ne t'en fais pas, je le savais dès le début. Il a tout fait pour me alléger la vie du camp. Cette vie horrible, difficile à supporter. Les travaux durs, beaucoup trop durs souvent pour des femmes. Il m'a pris, dès qu'il avait la possibilité, dans le bain même, pour que je fasse le repassage. C'était quelque chose qui était beaucoup plus facile à faire que de sortir pour couper des arbres. Ça, c'est clair. Donc on peut dire que d'une certaine manière, il vous a probablement sauvé la vie. Oui. C'est pas pour rien que j'ai de temps en temps des larmes. Une journée en général commençait à 4h ou 6h du matin. Il y avait un gong qui était frappé très fort pour que tout le monde se réveille. Et quand tout le monde se réveillait, c'était le bruit qui commençait. Tous ces vents, tous ces jurons. Il y avait des femmes russes qui se sont réveillées en jurant. Et c'était déjà quelque chose de très dur à supporter. Après, on pouvait se laver dans un petit endroit à l'entrée de Marac. Et c'était aussi pratiquement impossible de se laver. À cause de ça, je disais déjà qu'un morceau de savon valait un morceau de pain au même plus. Parce que la saleté était épouvantable. La saleté sur soi. Et avec toutes les femmes qui dégagent des odeurs épouvantables. On ne peut jamais montrer dans un film. Il faut le renouveler. Il faut le subir. Et après, une fois habillé, parce qu'on n'était presque pas déshabillés, on dormait dans les camisoles qui nous avons reçues, des slips que nous avons reçus, un par an. Un slip par an? Un camisole. Une camisole par an. Et les femmes. Moi, j'avais une amie, Margosha, une berlinoise. Elle avait, je ne sais pas, elle en avait 2 slips, dès le début. C'est-à-dire 3 à nous 2. Ça m'est très difficile à dire, mais je dis quand même. Le 3e était pour celle qui avait sa menstruation. Ce sont des choses à cause desquelles je suis toujours... je dis toujours, pour une femme, un camp de concentration ou un camp comme en Russie, c'est plus difficile à supporter que pour un homme. Parce qu'il y avait toutes ces choses physiques. Et c'était vraiment épouvantable. Et je ne pouvais plus voir comme les femmes se lavaient en dessous d'une petite bol de d'eau en bas. Ce sont des impressions. Vous m'avez demandé maintenant d'en parler.
Mais vous voyez vous-même à quel point ça m'est désagréable d'en parler. Mais ça existait. Et ça existait aussi qu'une fois habillé et lavé, il y avait la ruée dans le réfectoire pour recevoir un morceau de pain qui était quelquefois si humide qu'on pouvait le prendre dans la main et il y a encore de l'eau qui tombait. Pour sortir, il y avait des gardiens devant et derrière avec fusil et chien. Et on nous a dit chaque fois un pas à droite, un pas à gauche et je tire. Ils l'ont fait aussi, certainement. Et quelquefois, il fallait faire des kilomètres dans la neige avec des valinquis qui s'enfonçaient dans la neige qu'il fallait retirer et faire très attention que la neige ne rentrait pas dedans parce qu'après, ça gèle dans vos pieds. C'était des choses difficiles à supporter. Mais il fallait toujours compter un pas après un autre en colonne de 5. Bon, bon, bon. Quand on est finalement arrivé à notre place de travail, soit la forêt, soit la toundra, soit dans les rues de Inta, pour brosser les nids, le travail commençait et c'était toujours cette norme qui était à remplir. Et ça, c'était un cauchemar. Parce que si tu ne remplis pas ce que tu dois faire aujourd'hui, tu n'auras pas ton pain quotidien le soir et tu n'auras pas assez à manger pour reprendre de force. Mais c'était cette question d'égalité de sexe, les mêmes normes pour une femme que pour un homme. Et la norme était établie, un homme en pleine force peut travailler 8 heures, et ce qu'il a fait pendant ces 8 heures, c'était la norme pour les gens qui font la construction, ça dépend ou qui coupent les arbres, c'était tel et tel mètre cube, il fallait être faire, et c'était quelque chose de complètement farfelu. Fausse. Parce que une femme n'a pas la même force pour travailler comme un homme. Et en plus de ça, si on n'a pas travaillé comme un homme, c'est-à-dire on n'a pas rempli la norme quotidienne, on avait une réduction de nourriture qui était de toute façon le minimum pour nous garder en vie. On a reçu 400 ou 600 grammes de pain noir et humide que j'ai très longtemps pas supporté, ça j'ai dit déjà. Et c'était le matin et une soupe aux choux. Et après, au travail, jusqu'aux 5 ou 6 heures du soir, ça dépendait. Et là, on avait de nouveau un repas qui consistait de nouveau d'une soupe au poisson, quelquefois, qui n'était pas trop mal, la plupart du temps aux choux, et après 4 cuillerées de kasha, bouillie. Mais on a commencé aussi à tricher pour remplir la norme. Et ça, on a fait avec... je me rappelle, une fois, on a dû creuser des trous pour poser des pilotis pour des maisons préfabriquées qui devraient être mises sur le pilotis. Et il faisait froid. Et on pouvait quelquefois plus
tenir ces pioches, les ustensiles pour creuser des trous. Et disons, le trou devrait être 2,50 m. Et pour mettre ça. Et je me suis dit, si on fait 1 mètre ou 1,50 m, on coupe les pilotis en conséquence. Et de ce pilotis qu'on met dans le trou pas assez profond, on met un peu d'eau froide et ça gèle immédiatement. Et de la terre glacée aussi, et ça tient. Et avec les bouts qu'on a sciés, on a fait un feu. C'était bien. Et on a reçu tout ce que vous voulez à manger, des pièces assorties, encore et encore et encore un morceau de pain, parce que tellement on a dépassé notre norme. C'est comme ça, on est là. Quand toutes les brigades sont rentrées le soir, toujours bien gardées et bien contrôlées à l'entrée du camp, si on n'avait pas apporté des petites lettres ou quelque chose à manger qu'on avait volé ou trouvé. Moi, j'ai travaillé, par exemple, quelquefois dans un endroit où étaient gardées les carottes et les pommes de terre pour être distribuées après au camp. Et là, j'ai rempli mes poches autant que je pouvais avec des pommes de terre, où je les ai cachées aussi dans les bottes. Quelquefois, j'avais de la chance de passer tout droit. Si j'avais pas de chance, bon, j'étais dans le carcère. C'est le moindre... Le cachot. Le cachot. Le cachot. Merci, carcère. Oui, dans le cachot. Une fois, j'étais 3 jours dans un cachot non chauffé. C'était quoi exactement le cachot? À quoi est-ce que ça ressemblait? C'était une cellule à part dans le camp. Un petit bâtiment où il y avait 1 ou 2 cellules. Ça, je peux dire, et c'est différent dans chaque camp. Et j'étais dans, je ne sais pas combien de camps. Ça, je ne peux plus récapituler dans ma mémoire, une fois là, une fois là. C'était la politique de séparer, de changer des prisonniers de place et de les séparer parce que plus qu'ils se liaient des amitiés entre les prisonniers, plus le danger existait pour nos supérieurs, nos survivants, qu'on fasse des plans pour nous évader. Ça, c'est à part maintenant. Mais quand on est rentré, et on avait pas de chance de rentrer, comme moi j'ai dit, on venait dans le cachot. C'était des moments tellement affreux, parce qu'on vous déshabille jusqu'aux chemises, et le cachot n'est pas chauffé. Et c'est là où, à l'extérieur, des températures polaires. C'était des souffrances, des moments physiquement horriblement difficiles à supporter. Moralement, de toute façon, on était tellement en bas dans ce moment-là. Mais je ne peux pas m'empêcher de raconter quelque chose de très beau. Parce qu'autrement, je m'enfonce dans mes souvenirs horribles. J'étais dans un cachot. Et le deuxième jour, il y a le petit Judas qui s'ouvre et on jette quelque chose dedans. C'est dans le noir, j'imagine, le cachot. Oui, et c'était complètement dans le noir. Complètement.
et je tape par terre et je trouve un morceau de saucisson. Mais vous ne pouvez pas vous raconter à quel point j'étais heureuse. Et en allemand, il existe un proverbe qui dit « Dans de plus grandes souffrances, tu peux manger aussi avec beaucoup de plaisir un morceau de saucisson sans pain. » Et à ce petit proverbe, j'ai pensé et j'ai commencé à manger. À ce moment-là, le Judas s'ouvre de nouveau. Il y a quelque chose qui tombe. Je commence à chercher un morceau de pain. Noir ou humide, mais un morceau de pain. Bon, j'étais heureuse. Et ça m'a aidé de supporter le 3e jour. Et je suis sortie et j'ai demandé à tout le monde, mais qui a fait ça? Mais c'était Hannah, une amie, qui a vu la possibilité avec un gardien, peut-être elle a fait l'amour avec lui. J'en sais rien et je ne voulais pas le savoir, mais j'avais ce père. On n'est pas tout le temps capable de se cramponner pour pas être... mais comme je vous ai dit déjà, j'ai eu cette éducation prussienne de ne pas se laisser aller. Même si c'est grave, et ça c'est un côté. L'autre, il faut que je sorte d'ici. Mais quand il y avait un moment, je me rappelle, je voulais me pendre. Et dans le grenier d'un baraquement, j'étais tout à fait en haut, caché, et je savais que ce sera la fin. Parce que personne ne pouvait me trouver assez vite pour me couper. Et j'ai hésité. Et tout à coup, j'ai pensé, non, pas ça. N'abandonne pas. Descends. Je me parle moi-même comme ça. Encore maintenant. Quelquefois, c'est vrai. Quand je me laisse aller, je dis, mais non. Qu'est-ce qui m'a donné la force? Je crois que c'était la prière de ma mère. Parce qu'elle n'était pas seule pour prier pour moi. Mais il y avait toute sa paroisse qui n'ont jamais arrêté de prier pour moi. Et personne ne savait où j'étais. Mettez-vous à la place de ma mère qui avait perdu mon père, j'en parlais pas, mais ses 2 fils. Et moi, j'étais la dernière de la soutenir. Et elle n'a jamais arrêté de prier pour moi. Tu sais, c'était l'enfer. Rien que des femmes, je ne pouvais plus les voir. Autant que je suis même, moi, une femme. Mais il y avait des couples lesbiennes. Il y avait des jalousies. Et il fallait toujours se méfier. C'était une loi non écrite, si tu veux. On ne raconte jamais pourquoi on était arrêté. Parce que tu ne peux pas être sûr que quelqu'un écoute. Et elle avait dit autrefois autre chose pendant les interrogatoires. Elle était sûre d'avoir une autre peine. On a vu ça. C'était horrible. L'horrible, c'était aussi juste cette méfiance, cette jalousie de tout et de tout. Pas tellement de solidarité parmi les femmes. Il y a des petits clans qui se forment. J'avais une petite famille. C'était une qui était 10 ans plus jeune que moi, une Allemande, Magosha, qui rentrait aussi à Berlin, mais qui est décédée en 2008. La dernière fois quand j'étais à Berlin, c'était pour son enterrement. Il y avait Magosha, il y avait une Russe qui s'appelait Maria, Marusiana Masha. Il y avait Rose, une Autrichienne. Il y avait Agnès. Et
Et on a fêté toutes les fêtes, autant qu'on pouvait, avec nos moyens. Ça, j'ai raconté, je ne sais pas à qui, à vous, certainement. Comment on a fait des gâteaux pour Noël. Au mois de novembre, à peu près, on a commencé de mettre de côté, tous les jours, un morceau de pain noir et humide, comme là. Plus seulement c'était noir, mais ça c'était presque noir. Et bien séché, on a après fait presque de farine de ça. On a cassé, un petit peu de l'eau bouillante dessus et nos dernières rations de sucre. Et on a fait des gâteaux avec ça. On a mis dans des boules. Dehors, avec le froid, c'était tout de suite très dur. Et on a mis, si on avait, un peu de beurre dessus que les malades recevaient comme ration de beurre, que des gens comme nous, des valides, ils ne recevaient jamais de beurre. Mais à cause de ça, je parlais aussi de cette gobelet plein de margarine. C'était inoubliable. Ça, on a fait. Et si on avait, tout à fait vers la fin, on avait des bougies aussi. Une fois, une bougie. Mais il fallait se cacher parce que c'était défendu de se réunir parce que les Russes, les Soviétiques, nos gardiens, ont suspecté immédiatement que ce sont des réunions pour préparer des fuites, des évasions. Il y a des femmes qui attendaient des bébés. Et on a dit, celle-ci, elle aura un bébé avec des krasny vagoniki. Ça veut dire avec des épaulettes rouges. C'était des épaulettes d'un gardien. Il y avait des gardiens qui étaient cruels, qui nous, quand on est allé, par exemple, à l'été, parce que l'été était là aussi, et très court, mais d'une chaleur inimaginable, et qui nous a forcés, pendant ce temps-là, de sortir des kilomètres avec nos habits d'hiver. Ce sont des choses incroyables. On marche, on est faible déjà, c'est clair. Et on doit subir encore cette chaleur davantage. Il y avait des gens qui tombaient, on ne les a pas tués. Ça s'est arrivé aussi, mais pas avec moi. Je n'ai jamais vu. Et on les a bousculés pour se lever, d'accord. Des hommes, c'était souvent des soldats qui faisaient le service militaire. Ils ont fait une petite bêtise ailleurs et on les a envoyés dans le Grand Nord pour être punis. Mais c'était aussi souvent des hommes qui avaient quelqu'un de leur parenté dans la prison. Et à cause de ça, ils étaient très souvent, ils n'ont pas regardé ce qu'on faisait. Mais ils ont par contre aussi tiré quelquefois sur des prisonniers qui étaient en travail, qui travaillaient pas à leur place exacte, mais qui s'éloignaient. Et c'était un signe qu'ils voulaient s'enfuir. Ce n'était pas du tout le cas. Moi, je me suis raccrochée à la vie, tout court. J'étais moi-même tellement pleine de vie. Mais tu me vois aujourd'hui à mon âge. Je suis encore très vivante. Et quand j'étais plus jeune, je ne voulais pas mourir.
Et j'étais malade à mourir dans les camps. Mais je ne voulais pas être enterrée dans cette terre froide. Tu comprends? Vous comprenez? Dans la dernière année, c'était en 1954, juillet, août, peut-être encore début septembre, c'était la Fénison. Et là, c'était à l'extérieur du camp, c'est normal, et dans la toundra, il n'y a pas beaucoup d'herbe pour faire vraiment du foin après. Et il fallait traverser la forêt. Nous, les femmes, quarantaine, même plus. Et un seul gardien. Parce qu'ils étaient sûrs que personne va essayer de fuir pour aller à la Fénison. Ça ne se faisait pas. Ça se faisait depuis des camps même. Et il faisait chaud, une chaleur déjà. Mais on est finalement arrivé où le Ulusa rentre dans la Pichora. Et ça, on a vu dans le soleil de minuit. C'était quelque chose de grandiose. J'étais vraiment presque éblouie. Ce soleil de minuit sur l'eau. Et quand nous sommes réveillés le matin dans ce grange, je me suis réveillée, ce qui n'est pas mon habitude, mais c'était là, je ne sais pas pourquoi, plus vite que les autres. Et je savais, la rivière n'était pas très loin, mais dans l'entourage du grange, il y avait aussi un étang. Et je me suis vite baignée. J'ai nagé, j'ai commencé à nager et je pouvais nager, mais c'était quelque chose d'inoubliable. C'était un avant-goût d'une liberté. Et après, je suis revenue. On avait une sorte de petit déjeuner comme dans le camp, du pain, quelqu'un avait fait des soupes, et au travail. Et où je me souviens pour toujours le moment où j'ai réalisé, justement dans cette fenaison, que j'étais capable d'admirer la nature. J'aurais pu être complètement insensible pour tout ce qui m'entoure. J'aurais pu être morte, mais non. J'étais vivante et j'étais encore capable de sentir la beauté. Là, j'ai recommencé avec le Notre Père et je pouvais dire « ta volonté soit faite ». À ce moment-là, j'ai pu dire aussi « j'accepte » de ce qui m'est arrivé, de ce que je n'ai pas pu avant. D'une certaine manière, c'est ma nature qui est positive, d'accord? Mais accepter tout ça en disant, bon, je l'accepte. Après la mort de Staline, c'était déjà plus léger, mais être les conditions plus légères pour nos prisonnières. On avait le numéro, etc. Et on était traités plus comme des pièces, plus comme des numéros, mais comme des êtres humains. J'étais de nouveau appelée par mon nom et pas par mon numéro. Et, mais de là, de penser de pouvoir rentrer, c'était pas encore le cas. Parce que nous nous sommes dit, on a trop vu. Jamais les soviétiques nous laisseront partir dans l'Europe, parce qu'on va raconter.
la mort de Staline, tout à coup, c'était aussi pour nous de recevoir des colis. Ça, c'est la première carte que j'ai pu écrire à ma mère après 9 ans de prison. Mein allerliebstes Muttilein, nach all den langen Jahren des Schweigens kann ich dir heute mitteilen, dass es mir gut geht und du dir keine Sorgen um mich zu machen brauchst. Ich habe alles, was man zum Leben nötig hat, nämlich Essen und Kleidung. Das Einzige, was mich bedrückt, ist die Sorge um dich, um euch alle zu Hause. Wie geht es dir gesundheitlich? Wie geht es Küken und den Kindern? Das sind all die Fragen, die mich bewegen. Immer wieder frage ich mich, wie du wohl all die schweren Jahre überlebt hast, mein liebstes Muttilein. Worum ich dich bitte, falls du in der Lage bist, schick mir ein Päckchen. 2 Kilo sind erlaubt. Und lege Fotografien bei. Ich habe solche Sehnsucht nach euch. Wenn du antwortest, schreib unten links auf die Karte meinen Namen in Russisch, genauso wie ich hier auf dieser Karte geschrieben habe. Es grüßt und dich innigst, deine Emmy. La première réaction après la mort de Staline, que tous celles et ceux qui avaient 5 ans étaient libérés immédiatement. Et tous celles et ceux qui avaient été condamnés à 10 ans et qui avaient déjà fini 2/3 de leur peine étaient libérés aussi. Mais les Allemands, il n'y avait aucune qui était condamnée à 5 ans, de toute façon pas. Et il n'y avait pas pareil pour nous. Et on a commencé à nous mettre à l'écart. À ce moment-là, j'ai commencé à faire ma petite grève. J'ai travaillé le moins possible. J'ai refusé de me épuiser. Ma dernière force, j'étais tout à ralenti. Et quand on a travaillé dehors, par exemple, dans les forêts, et à l'oreille de la toundra, il y a des grandes forêts. Et on était souvent des femmes qui devraient couper des arbres, etc. Et j'ai dit de mes co-prisonnières que je ne travaillerais que très lentement, parce qu'au fond, je devrais être déjà libre. Et c'était à prendre ou à laisser. Bon, j'étais pas très aimée à cette époque-là, mais j'ai vu trop de gens aussi mourir à la dernière phase de leur emprisonnement. Une raison pour laquelle j'ai commencé, je voulais survivre. Les camps se vidaient petit à petit. Les uns qui étaient libérés tout à fait, et les autres qui étaient envoyés dans un autre camp. Et nous, on était les Allemands. Maintenant, je pense uniquement des Allemands. On était finalement les seuls qui restaient dans un camp de 1000 femmes. Mais le temps passait, 1 mois, 2 mois, et rien. Il y a des transports qui se formaient. C'était petit, mais c'était toujours 3 ou 4 personnes qui partaient. Et moi, on a commencé à interroger de nouveau. Une fois. Et chaque fois, la question tournait autour « Qu'allez-vous faire ?» C'était la question principale que j'ai très bien compris. Ils voulaient savoir qu'est-ce que je raconte quand je rentre en Allemagne. Une fois, j'ai dit, la première chose, qu'allez-vous faire et qu'allez-vous dire? J'excuse. Qu'allez-vous dire? Et j'ai dit, je vais raconter la vérité. Ils m'ont regardé.
J'ai dit, premièrement, j'ai appris la langue russe, formidable cette langue. Je peux lire Pouchkine maintenant, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Et j'ai dit aussi, en plus de ça, je vais raconter que 10 ans après la fin de la guerre, en Russie, il n'y a pas encore du sucre. Et là-dessus, bon, l'interrogation était finie, je ne sais plus exactement comment, mais j'étais plus dans les cartes ou quelque chose. Mais le lendemain, j'ai pu sortir, bien accompagnée, d'accord, pour acheter du sucre pour moi et pour tous les autres. C'était des petites choses, des petites ruses, et voilà. De nouveau, j'étais appelée à l'interrogatoire. De nouveau, on me demande, qu'allez-vous dire, qu'allez-vous faire? Et comme je savais très bien qu'ils attendaient que je dise, je vais travailler pour vous, parce qu'on m'avait demandé 10 ans auparavant, ou 10 ans et 2 mois auparavant, on m'a demandé la même question en prison encore. On m'a même fait une proposition d'aller avec un appareil de morse au Japon pour travailler pour eux. Et maintenant, c'était eux qui attendaient que je dise, bien sûr, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous. Mais la première fois, après ma négation, j'étais immédiatement jugée à 10 ans de travail forcé. Maintenant, j'avais déjà plus que les 10 ans derrière moi. Et ils ont pensé que je vais dire « je travaille pour vous », mais pas moi. Alors non. Et quand j'ai dit non, net et clair, il y avait de nouveau un transport pour être rapatrié. J'étais de nouveau avec ma valise en bois, derrière le portail qui s'ouvrait, et mon nom était appelé aussi. Et j'étais transférée. La seule chose, comme souvenir que j'avais, c'était la valise d'Ivan Ivanovitch, qui m'a fait cadeau un jour et qui m'a accompagnée dans tous les autres camps. Et il avait écrit quelque chose dedans. Il a écrit, il m'a donné son nom, Emma Pavlovna Jasakova. Et il avait écrit une poésie russe qui était faite par quelqu'un qui était en prison, qui a fait ça pour sa bien-aimée. Attends-moi, mais il faut attendre longtemps. Mais le jour va venir où on se reverra. Et avec cette valise, je suis finalement arrivée à la maison. D'abord, on est arrivé pas directement à Berlin. On était transportés, pas dans un wagon de bestiole de Moscou, mais dans un wagon wagon-lit. C'était presque incroyable. Et on est mangé dans le restaurant du train. C'était des moments quand tellement... Vous savez, on a mangé pendant 10 ans avec une cuillère en bois. Comme ça, avec beaucoup de bruit. Parce que plus quand les Russes faisaient des bruits, meilleur c'était. Pour moi, c'était un peu difficile. Bon. Et après, on est arrivé près de Berlin, mais encore à l'est, où on a passé une nuit. Et quand on est arrivé, on nous a donné des habits. Parce que déjà, à Moscou, on avait reçu
des robes, pas comme des robes noires qui devenaient blanches à la fin de l'année, mais vraiment d'un tissu normal et sur mesure. Et avec ça, on a reçu quelques démarques pour qu'on puisse acheter le billet de train pour aller de là à Berlin, comme c'était vraiment pas très loin. Bon, on a acheté ça, et avec le reste de l'argent, quand on a dû changer de train, on s'est acheté, on était 2 ou 3 ensemble, on s'est acheté un cognac à la gare. On ne pouvait pas supporter le fait d'être, après tant d'années, libre. Il n'y avait personne derrière nous, ni devant. C'était si überwältigend, si surprenant, qu'on ne pouvait presque pas marcher. Bon, on a changé de train, finalement, et là, c'était le plus étonnant. C'était déjà le Stadtbahn de Berlin. Tout à coup, station Ostkreuz, Treptow, on dit, maintenant vous quittez le secteur russe, ou soviétique ou russe, je ne me rappelle pas, de Berlin, et vous rentrez dans le secteur ouest de Berlin. Peut-être ils ont dit au secteur est, maintenant le secteur ouest. Et j'ai regardé, j'ai pensé, c'est tout. C'est fini maintenant. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que vraiment j'étais libre. 2 stations après, je me suis rappelé comme toujours où il fallait descendre, où il fallait changer, tout ça. Et je suis arrivée à l'arrêt Pachimale, où je devrais descendre avec ma valise en bois. Et là, les arbres qui étaient rasés par des bombes avaient repoussé. Je vois la différence de 10 ans entre là, le moment quand je suis partie et le moment de mon arrivée. Et avec chaque pas, la valise devient de plus en plus lourde. Et il fallait que je marche environ 7 minutes, 10 minutes, peut-être je pris un quart d'heure. Et c'était le 27 août 1955. Et finalement, j'étais à l'entrée de notre petit jardin. C'était exactement comme ici. Il y a un petit jardin devant, et il faut le passer pour arriver dans la maison. Seulement la place était devant. Cette place qui était terrasse, ici derrière la maison, était devant la maison. Et je rentre et je vois ma mère et encore 2 autres femmes. Je reconnais ma tante. La troisième, je n'ai pas reconnue. Et ma mère qui se tourne, qui était assise en tournant le dos sur le chemin, elle disait « Ah, ce doit être le facteur ». Et elle tourne comme il faut. Et le reste, je peux difficilement raconter. Et elle a crié « Ah, Amy ». Et j'ai crié « Mouti ». Et on se embrassé. C'était mon retour.
Pendant ces 10 ans, j'ai trouvé toujours et partout des êtres humains, quelle que soit la dictature, et ces rencontres m'ont rempli d'une grande gratitude. Et à tous ceux qui vont m'entendre aujourd'hui, j'aimerais dire que la vie vaut la peine d'être vécue. De retour sur le plateau de la télé, vous venez de voir le documentaire saisissant, le récit d'Amy Goldacker, qui est ici avec nous sur ce plateau. Amy Goldacker, vous venez de vous voir dans ce documentaire. Première question, qu'est-ce que ça fait? Première impression que j'avais, c'est beaucoup plus facile de parler de tout ce vécu que de regarder et entendre encore une fois. À ce moment-là, je suis réceptif. Et je le vois beaucoup plus que quand je raconte. Vous vivez plus intensément les événements en écoutant? J'étais très émue, bouleversée et un peu malade de vivre encore une fois cette horreur en me regardant, parlant tranquillement. Mais au fond, ça m'a fait mal. Est-ce que vous pensez malgré tout que c'était une bonne idée? J'imagine que oui. C'était un passage obligé pour le devoir de mémoire? Mais bien sûr, bien sûr. Il faut en parler. Il ne faut pas oublier cette époque horrible. Et à cause de ça, je suis aussi toujours prête d'en parler, encore et encore, autant que je vive. Amy Goldacker, on passe plus d'1 heure en votre compagnie et on a l'impression que votre récit coule de source. Vous avez un art du récit incomparable. Ça vous vient d'où? Ça, je ne sais vraiment pas. Je me rappelle seulement quand j'étais à la télévision, en 1976, je l'ai dit encore une fois. Là, on m'a demandé la même chose et après, je ne savais pas quoi répondre, mais la journaliste, c'était Edith Thalbach, elle a dit « Mais vous êtes une narratrice née ». Et je confirme, c'est l'impression que vous nous faites. Éric Ostli, c'est vous qui avez recueilli ce témoignage. On a l'impression qu'il suffit d'appuyer sur la touche « Enregistrer » et que tout coule de source. Mais dans la réalité, était-ce aussi facile? Bon, cet entretien est le résultat de nombreuses discussions que nous avons eues entre Amy et moi. Beaucoup de choses ont été découvertes et sont sorties, je dirais, petit à petit. Il y a dans ce récit les zones d'ombre, il y a aussi des choses qu'Amy a racontées et raconte finalement pour les téléspectateurs pour la première fois, qui ne sont ni dans le livre, ni dans les choses que j'ai entendues jusque-là auprès d'elle. Je pense qu'il y a de sa part aussi vraiment une forme de confiance, d'ouverture et de récit à l'histoire dans cet exercice, mais qu'elle a abordé avec un courage. Il faut se rendre compte de ce que ça signifie. Elle l'a dit, elle le dit dans l'émission. Chaque fois, on revit ces passages. Chaque fois, ce sont des cauchemars. Chaque fois, ce sont des nuits sans sommeil. Ça demande du courage et vraiment, je suis extraordinairement admiratif de ce qu'elle a fait en livrant ce témoignage. Amy, il a fallu attendre combien de temps avant que vous soyez entendu, que le public soit prêt à écouter votre histoire? Ça n'a pas toujours été le cas. L'histoire du goulag a longtemps été occultée. Non,
pas avec moi. Je suis revenue et j'avais une facilité de raconter les belles choses, des événements qui ont été agréables. J'ai évité dès le début de raconter la souffrance. Et je suis allée en Angleterre tout de suite après mon retour à Berlin. Et je sais, sur le bateau, on a dû raconter, c'était la nuit de Sylvestre 55-56. Chacun devrait raconter une histoire. Et moi, qu'est-ce que j'ai raconté? La fenaison. Quand j'avais Gonka, mon cheval, c'était une époque courte, 6 semaines. Qu'est-ce que sont 6 semaines en comparaison avec 10 ans? Mais c'est ça qui me restait, et c'est la première chose que j'ai racontée. Donc vous avez toujours gardé finalement le positif, ce qui fait le moins mal. Oui, peut-être c'est une sorte de self-défense. Barbara Martin, que dit l'historienne après avoir découvert le témoignage d'Amy Goldacker? Disons, c'est un témoignage qui est assez fascinant. D'abord parce que c'est le témoignage d'une femme, je pense que c'est important de le souligner, parce que la plupart des détenus au goulag étaient quand même des hommes, et c'est une expérience différente. Donc on découvre cette dimension qui est très importante. C'est aussi un témoignage qui est important parce que de nos jours, il y a de moins en moins d'anciens détenus du goulag qui sont en vie, et c'est une mémoire qu'il faut maintenir, qu'il est encore important de nos jours de garder en vie. Et donc c'est un témoignage qui est unique et en même temps qui reflète une expérience collective énorme qui a eu lieu à l'échelle d'un pays. Donc il y a ces deux dimensions qui sont présentes. Amy Goldacker, vous avez l'impression d'être une dernière survivante du goulag, où vous en connaissez encore? Il faut que je réfléchisse. Je crois que non. Parce que je ne me rappelle plus, j'ai plus de contact avec qui que ce soit. J'avais un certain temps une amie qui est venue aussi plusieurs années encore après moi, parce qu'elle était née en Russie. Et elle a vécu après en Allemagne. Elle est venue. Nous, on a fait beaucoup depuis ici pour qu'elle puisse revenir. Mais elle est morte aussi. C'est d'autant plus important de continuer encore et encore de raconter. Je dis et redis, je l'ai dit maintenant, et j'ai déjà la deuxième fois, je raconte et je parle de cette époque-là, horrible comme elle était, pour que ça ne se répète pas. Barbara Martin, longtemps la réalité du goulag et l'ampleur de la tragédie, on peut dire, est restée plutôt cachée, occultée. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, en 2012, que la lumière a été faite? Disons que la vérité, entre guillemets, sur le goulag a mis longtemps à émerger, plus parce que les gens refusaient d'y croire, plutôt que de l'absence d'information, parce qu'on a déjà eu, dès la Seconde Guerre mondiale, des informations là-dessus, mais il a fallu des décennies avant que cette vérité émerge. Et de nos jours, maintenant, les gens savent ce qui s'est passé, mais il s'agit quand même de toujours faire un travail de mémoire aussi auprès des jeunes. En Russie, il y a beaucoup une tendance à vouloir occulter ce passé qui est perçu de manière négative. Donc il s'agit non seulement de connaître les faits, mais aussi de bien vouloir les accepter tels qu'ils sont. Même question à vous, Eric Hössli. Vous étiez en Russie en 1989, période charnière s'il en est. Vous avez vécu aussi la glasnost, le temps où la vérité finalement a été admise. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que la lumière a été faite? Oui et non. D'abord, le phénomène du goulag, par son ampleur,
a marqué toute l'histoire soviétique. C'est quand même entre 13 et 15 millions de personnes qui ont vécu cette tragédie. Et certes, beaucoup de témoignages sont sortis, certes, les archives ont été ouvertes. On sait aussi maintenant par le côté officiel comment le système lui-même a organisé ce formidable bagne à l'intérieur du pays. Mais ce qui reste aujourd'hui encore extrêmement important, c'est que cette mémoire stalinienne, cette mémoire, c'est finalement le grand-père du régime actuel qui est toujours dans l'ombre. Et il est extrêmement difficile pour les Russes aujourd'hui d'entrer dans ce mécanisme de mémoire, à la fois parce que Staline représente à la fois le pire et aussi la victoire. Il y a donc un mélange de remords, un mélange finalement de souvenirs des gardiens, et les gardiens sont là, les enfants des gardiens, les petits-enfants des gardiens sont là, au même titre que les enfants des victimes. Donc cet exercice-là, dans un pays qui n'a pas été vaincu, qui n'a pas vu ce régime tomber littéralement, reste un véritable challenge. Et je crois que encore aujourd'hui, devant la Russie, il y a ce travail de mémoire à faire. Donc on est dans quelque chose qui n'est pas simplement de l'histoire, mais qui a beaucoup à voir avec ce qui se passe en Russie. Barbara Martin, un chiffre a été prononcé par Eric Hössli sur l'ampleur du phénomène des plus de 10 millions de détenus, de 15 à 18 millions selon certaines sources. Oui, c'est un chiffre qui est très important parce que ça veut dire donc une proportion très significative de la population qui a connu cette expérience directement ou indirectement, parce que bien sûr, si on parle de 10 millions de prisonniers, ça veut dire autant de familles qui ont été touchées. Donc c'était des situations où lorsque l'un des membres de la famille était envoyé au goulag, le reste de la famille était qualifié de famille d'ennemis du peuple. Ça voulait dire par exemple que les enfants ne pouvaient pas aller à l'université. Il y avait toutes sortes de peines qui étaient infligées et bien sûr la souffrance. Donc c'est une expérience collective qui a vraiment touché une partie très importante de la population et qui a affecté vraiment le peuple soviétique sur le long terme. Et c'est un traumatisme qui a perduré pendant des décennies et qui perdure encore à un certain degré. Eric Hössli, que dire de ce qu'on sait ici, même dans les livres d'histoire de nos écoles, du goulag, de cette réalité que vous venez de décrire? Moi, j'observe que beaucoup de gens ignorent même la réalité du goulag, hein, parfois pour simplement l'assimiler au camp d'extermination nazi, alors qu'on parle d'une expérience qui est très différente dans sa nature. On parle de bagne, on parle de travail forcé, mais à une échelle tout à fait incroyable. Donc c'est une expérience historique et une épreuve tout à fait différente et qui est, je pense, extrêmement mal connue. Ensuite, il y a un deuxième degré, et c'est là que le témoignage d'Amy Goldaker nous aide beaucoup. Il ne suffit pas de se dire « c'était terrible ». Vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « ah, c'était horrible ». C'était horrible, ça veut dire quoi, c'était horrible ? Je crois que l'important, c'est de se rendre compte de ce que ça veut dire. Quand on nous parle de cette baraque, quand on entre dans la baraque, qu'on parle de l'odeur de la baraque, qu'on voit les femmes, qu'on voit ce qui se passe, qu'on voit le choix d'une femme par les hommes qui attendent l'arrivée du convoi, qui vont se servir littéralement des femmes arrivant, et qu'il faut faire un choix de survie. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, ça, c'est réellement une réalité qui s'inscrit dans cette espèce de vocable général qui est « le goulag était l'horreur ». Et moi, je pense que c'est nécessaire d'avoir ces témoignages pour se rendre compte de quoi on parle. Et le faire sans pathos, sans exagération. C'est l'énorme qualité du témoignage d'Amy qui n'est à aucun moment n'a le sentiment qu'il faut exagérer pour nous impressionner. Et c'est ce qui la rend véridique, c'est ce qui rend ce témoignage, de mon point de vue, tout à fait unique. On parle quand même de transport, par exemple, hein, le transport qui dure plusieurs mois et qui vous achemine 2 mois et qui vous achemine dans des conditions effroyables jusqu'en Sibérie. On ne parle pas d'extermination, mais vu les conditions, on n'est pas loin, Barbara Martin. Oui, disons que le but en soi n'est pas d'exterminer, mais les conditions sont faites de telle manière que
le résultat est une très importante mortalité et c'est voulu. Ça découle en partie des conditions qui étaient celles de l'après-guerre en Union soviétique, qui étaient effroyables pour toute la population, ça il faut le dire. Il y a eu par exemple une famine en 46-47. Les gens n'avaient vraiment pas de quoi manger et d'autant moins au goulag. Mais bien sûr, on considère que ces gens qui sont des ennemis du peuple peuvent aussi bien mourir et donc les conditions qui leur sont imposées sont vraiment inhumaines. Quand on vous dit le mot totalitarisme, vous savez ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire totalitarisme? Vous êtes rien, l'individu n'existe pas, c'est la masse qui compte et qui est dirigée depuis en haut, quelque part, et la masse, comme des petits moutons, ils vont là. Et chacun essaye d'avoir un meilleur petit bout de pain ou de lard que l'autre. C'est pour moi totalitarisme. Et vous ne comptez rien. Et pour les soviétiques, j'essaye toujours de faire une différence entre soviétiques et russes. Parce que les Russes, je les aime. Les soviétiques, me n'en parlent pas. Mais eux, ils ont vraiment une Verachtung, un mépris total pour l'individu. Ils ont eu assez de masse d'hommes. Et comme ça, ils ont fait avec cette masse d'hommes ce qu'ils voulaient faire. C'était par exemple pour le Grand Nord où j'étais, exploiter des mines de charbon. Personne ne voulait vraiment travailler là. C'était des prisonniers. J'ai eu une chance que je n'ai pas été envoyé dans les mines de charbon. Après la Seconde Guerre mondiale, on est au goulag, sous le stalinisme, on parle de totalitarisme en histoire. Oui, disons, c'est un terme qui s'applique au système politique dans son ensemble, mais qui a des répercussions sur toute la société. Donc c'est l'idée qu'on a un parti unique avec un chef charismatique qui est Staline, et que ce parti contrôle l'ensemble du pays et contrôle la population dans tous les aspects de sa vie. Donc il y a un contrôle policier qui est présent partout, et c'est la terreur, donc l'idée que chaque personne est contrôlée dans les moindres de ses actions et peut se retrouver à tout moment, qu'elle ait commis un crime ou pas, le plus souvent non, peut se retrouver en prison ou déportée au goulag. Donc ce système de camp s'inscrit dans ce système et permet de contrôler les individus. Et bien sûr aussi, ça crée un contrôle géographique du pays, puisque ces camps se trouvent partout, sur tout le territoire soviétique, et servent à mettre en valeur des régions où personne ne veut aller. On construit des villes entières en Sibérie. Oui, je crois que c'est important de le souligner. Le goulag fonctionne non pas en envoyant, si vous voulez, aux travaux forcés des gens qui auraient commis quelque chose, mais on a besoin d'une main-d'œuvre d'esclaves et on reconstitue, si vous voulez, ce capital humain qu'on va envoyer précisément dans des conditions effroyables chaque année. On sait qu'à peu près 600 700 000 personnes par année sont arrêtées. Pour trouver 600 000 à 700 000 personnes chaque année, on se met à chercher tous les prétextes. Et Amy, on a vécu un, on a saisi quelque chose, sa participation pendant la guerre aux opérations de renseignement allemands. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. On a besoin vraiment de cette chair humaine qu'on envoie dans les camps, quelles que soient les conditions. Et ce qu'il faut voir ensuite, c'est que dans le camp, le plus rude, ce n'est pas forcément le système, ce n'est pas forcément le travail forcé, c'est ensuite les conditions aussi entre prisonniers. Dans les camps du goulag existent des organisations clandestines de prisonniers, des prisonniers de droit commun, qui certains sont à la solde du régime, d'autres sont au contraire en rébellion contre le régime, et qui exploitent les autres prisonniers. Donc c'est un système d'une violence, d'une perversion incroyable, et pour essayer de se le représenter, au-delà des documents, précisément, il n'y a guère que les témoignages, que la force du vécu. Et vous nous le montrez, finalement, Amy, vous rencontrez des criminels aussi au goulag
et même vous en rencontrez un plus particulièrement. Oui, mais quand je l'ai rencontré, ce criminel, il a prétendu d'être politique, comme on disait chez nous, politique et criminel. Et je savais dès le début, quand je l'ai rencontré, qu'il ment. Et effectivement, les premières années, on était avec des criminels ensemble. Et en 1949 ou 40, je ne me rappelle plus l'année exacte, on était séparés des politiques et des criminels. Et là, il est venu chez moi, Mochka, il faut que je te dise que je reste ici parce que je ne suis pas politique. Je dis, ne t'en fais pas, je le savais déjà dès le début, parce qu'il était un voleur, mais hors pair. Vous racontez aussi la difficulté que c'était pour des femmes de se retrouver ensemble dans un tel contexte. Vous décrivez des jalousies, vous décrivez des trahisons. Des trahisons, des jalousies, ça existait aussi entre les hommes. Mais entre les femmes, à mon avis, c'était beaucoup plus répugnant. De voir des couples de femmes qui se sont donné des noms masculins, c'était quelque chose... c'était une des expériences les plus mauvaises de voir ces choses-là. Et je me suis j'ai toujours essayé de rester moi-même, c'est-à-dire aujourd'hui on a toute une autre vue sur ces choses-là. Mais j'ai fait encore partie d'une génération où c'était mal vu. Et pour moi, c'était pas mal vu, mais mal propre. Et je ne voulais pas m'enfoncer là-dedans. Et je ne l'ai pas fait. Donc on le voit, il y a un certain arbitraire aussi dans la sélection de ces déportés au goulag, et ça crée des situations plus que délicates, voire pénibles au goulag, précisément. Oui, la population du goulag a évolué au cours des décennies, puisque là, on ne parle pas d'une période de 2-3 ans, hein, on parle du début des années 30 jusqu'au milieu des années 50, voire la fin des années 50 même. Et donc, ce système, ce monde, cet univers qui était le goulag, répandu sur tout le territoire de l'Union soviétique, a connu la même évolution. Donc, il y a un goulag d'avant la guerre, qui est un goulag alors d'extermination, on tuait les prisonniers politiques. Ensuite, il y a eu un goulag que Barbara Martin vient d'évoquer pendant la guerre, effroyable, où on a pris aussi des prisonniers qu'on a envoyés au front pour simplement essayer de retenir les forces allemandes. Ensuite, il y a eu les périodes d'après-guerre, la famine, et ensuite arrivent aussi les anciens prisonniers de guerre, arrivent les Allemands, arrivent les Ukrainiens, arrivent les Baltes, arrivent les Caucasiens, qui sont des anciens soldats, sont des résistants, organisent les camps et commencent à créer dans les camps des clans. Alors vous aviez des camps de détenus de droit commun, qui étaient des camps extraordinairement violents, extrêmement pervers, qui essayaient naturellement de récupérer la nourriture, les habits, les parties chauffées du camp, d'éviter le travail, qui faisaient travailler les autres à leur place. Vous avez les politiques organisés qui sont là en train d'essayer de créer leur monde. Et puis au-dessus, il y a des gardiens qui essayent encore un tout petit peu de maîtriser la situation. Et on voit d'ailleurs que l'évolution du goulag jusqu'à sa fin, ça va être la perte de ce contrôle. Ça va être finalement, assez paradoxalement, ce sont les prisonniers qui ont mené le goulag à sa fin, et ça n'est pas par une décision divine ou de grande générosité que le goulag en réalité était fermé, c'est parce que le fait que finalement ces millions de prisonniers l'ont rendu incontrôlable. Et Émile Goldacker arrive à la fin de ce processus, depuis la guerre, jusqu'à on peut dire, à la période d'ouverture et de dégel qui a rendu finalement cette économie du goulag absolument incontrôlable. Barbara Martin, est-ce qu'à la différence du nazisme, on peut dire que la déportation dans les goulags ne se faisait pas essentiellement sur des critères ethniques? C'était des critères quasi arbitraires?
Oui, disons, il y avait un profond arbitraire dans le système soviétique. Mais le système soviétique avait aussi une dimension ethnique. Il y a par exemple des peuples entiers qui ont été déportés, comme les Tchétchènes, d'autres peuples du Caucase. Donc ce n'était pas totalement absent du système. Mais si on considère les camps du Goulag eux-mêmes, ils rassemblaient tous les peuples de l'Union soviétique, puisqu'il y a eu des répressions dans toutes les républiques, sans exception. Et à l'intérieur des républiques, bien sûr, toutes les classes sociales étaient touchées. Bien sûr, les personnes les plus éduquées étaient d'autant plus touchées parce qu'elles avaient plutôt tendance à être opposées au régime. Mais il y avait aussi beaucoup de paysans. Bon, ça, c'était surtout dans les années 30 où il y a eu toute une vague de déportation liée à la collectivisation de l'agriculture. Et il y avait vraiment toutes sortes de personnes représentant toutes les couches de la population. Et on dit que ça a servi de modèle. Le goulag, en tout cas les camps de travail forcés qui existent depuis les années 20, ont inspiré les nazis dans l'organisation de leurs camps de concentration. Est-ce que ça, c'est une thèse qui tient aujourd'hui toujours ? Disons, ni les soviétiques ni les nazis n'ont inventé les camps de concentration, puisqu'ils datent déjà du début du XXe siècle avec la guerre des Boers en Afrique du Sud. Donc c'est un système qui est né avec le XXe siècle, mais qui a été perfectionné petit à petit à la fois dans l'expérience soviétique et l'expérience nazie, avec beaucoup de ressemblances et des différences également, bien sûr. Vous nous avez décrit, Eric Hössli, comment l'univers du goulag, c'est comme ça que vous le décrivez, a périclité, parce que la société qui s'y trouvait ne pouvait pas tenir, était intenable. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la Russie actuellement ? Ce sera pour conclure cette discussion. On entend par exemple autour de l'affaire des Pussy Riot, de ces musiciennes de rock, que certaines d'entre elles sont condamnées à 2 ans de travaux forcés. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Qu'il existe encore des camps de travaux forcés quelque part en Sibérie ? Il existe encore dans le système pénitentiaire russe des camps de travail qu'il est extrêmement abusif de comparer avec le goulag précisément. Il y a une sorte de cliché qui consiste à dire chaque fois qu'on parle d'une prison en Russie, on parle du goulag. Je trouve précisément que c'est relativement insultant par rapport à l'histoire et à la souffrance des gens qui ont passé pendant la période stalinienne dans le goulag réel. Cela dit, les prisons russes aujourd'hui sont encore un univers de terribles souffrances, d'arbitraire absolu, de conditions de vie et de surpopulation carcérale énorme. Donc les Pussy Riots sont victimes à l'évidence d'une disproportion dans la peine. Elles ne sont pas dans les camps les plus durs. Paradoxalement, dans le système carcéral russe, le plus dur, c'est le pénitencier. Le fait de pouvoir être dans un camp de travail, c'est plutôt une mesure où on dispose d'une certaine marge d'autonomie. Il y a des camps même où on peut bénéficier de sorties. Donc je pense qu'il faut se méfier beaucoup des raccourcis et des clichés. Cela, non pas pour dire que les condamnations sont justifiées ou que les prisons d'aujourd'hui sont des camps de vacances. C'est certainement un environnement épouvantable, mais ça n'est pas non plus le goulag dont nous parle Amy Goldacker. Amy Goldacker, on va conclure cette émission. Déjà, ce qui frappe, c'est que même dans les pires instants de cet épisode de 10 ans, vous avez su maintenir une flamme d'humanité. Parce que dans toute ma vie, sur les nazis, ainsi que parmi des gardiennes, pas tellement, mais des gardiens, il y avait toujours des êtres humains. Nos gardiens, ils avaient aussi leur père ou leur oncle ou leur grand-père dans une goulag. Et comme ça, ils ont été pas si horribles que s'ils ne connaissaient pas dans leur propre famille une chose pareille. Et c'est quelque chose qu'il y avait partout où j'étais. J'ai rencontré des êtres humains. Comment voulez-vous haïr ou être amer? C'est quelque chose de si... une chose si belle, si beau. On ne peut pas faire autrement que aimer cette vie.
C'est sur ces mots qu'on va achever cette soirée consacrée à votre récit, Amy Goldacker. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau, nous parler de cette expérience. On vous souhaite bien sûr le meilleur et de profiter au maximum de cette vie à Cheseaux-sur-Lausanne. Bonne rentrée chez vous. Merci beaucoup. Et merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour commenter ce documentaire, pour nous donner des clés à même de mieux comprendre le contexte historique dans lequel s'inscrit ce témoignage d'exception. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite évidemment une excellente soirée sur la télé et je vous dis à bientôt.